Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce dossier du jour, toujours en marge de la 6e édition des Atlantic Dialogue qui se tiennent à Marrakech. Et à la veille de la 79e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Adama Gaye, ancien directeur de la communication au sein de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et auteur de l'ouvrage « Demain, la Nouvelle Afrique ». Adama Gaye, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir accueilli ici sur votre plateau. Bienvenue à vous. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Média TV. Tout d'abord, quels sont les challenges de ce sommet qui doit se tenir à Abuja bientôt, cette semaine? On peut les résumer en 2 ou 3 enjeux essentiels. Je pense que le premier, c'est l'admission du Maroc au sein de l'organisation. Ça doit être confirmé après l'acception de principe au mois de juin lors du sommet des chefs d'État qui s'était tenu à Monrovia au Libéria. Le deuxième défi reste évidemment la question de la sécurité. La plupart des pays de la région connaissent des défis liés à la fois au terrorisme, mais aussi à des turbulences politiques, que ce soit au Togo, que ce soit dans les régions du nord Nigeria avec Boko Haram, que ce soit dans la région sahélo-sahélienne, mais aussi dans d'autres pays. Et enfin, bien évidemment, la constante qui reste celle du développement économique de cette vaste entité qui compte aujourd'hui 15 États membres, avec le Maroc qui tape à sa porte. Alors justement, en parlant de cette adhésion du Maroc à cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'implique cette adhésion pour le Maroc, d'un côté, et pour ces États aussi? Je pense que c'est l'ère du temps. Nous vivons un monde plat, comme dit Thomas Friedman du New York Times, qui explique que le monde dans lequel nous vivons, c'est à la limite un monde où les frontières, les territoires, tout cela disparaît sous la poussée de ce que moi j'appelle les plaques tectoniques, T-E-C-H, T-O-N-I-Q-E, c'est-à-dire que les mutations liées à l'Internet, aux télécommunications, aux circulations des flux financiers et tout, à leur rapidité, tout cela donc entraîne que les certitudes d'hier, les sagesses d'hier ne sont plus nécessairement aujourd'hui des certitudes. Et donc, on peut comprendre que la CEDEAO, qui à l'origine était créée pour être une organisation s'étendant de Dakar jusqu'à Lagos, et originellement l'ambition était de l'étendre jusqu'en Angola, dans le sud de l'Ouest africain, que cette fois-ci, le Maroc, oubliant un peu l'entité à laquelle il appartenait, en l'occurrence l'Union du Maghreb arabe, vient taper à la porte de la CEDEAO. Cela souligne qu'il y a un changement de paradigme, que le Maroc, réalise qu'il y a un espace à occuper, que le Maroc acte et admet que sa coopération, ses échanges commerciaux et autres avec cette partie du continent africain sont suffisamment importants que cela exige, n'est-ce pas, une participation institutionnelle à la marche de cette région. Mais enfin, cela suppose également que les pays qui sont membres de cette CEDEAO, qui avait été créée le 28 mai 1975, dans l'optique de transcender les difficultés idéologiques qui séparaient les États membres de cette région, les difficultés linguistiques qui les séparaient, que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut là aussi ouvrir les yeux et accepter que dans le nouveau monde, les frontières disparaissent et il faut accepter, n'est-ce pas, de regarder et d'élargir la conception, n'est-ce pas, de l'intégration régionale ouest-africaine, mais sous également une transformation qui doit s'opérer dans la perspective définie au sein de l'Union africaine, parce qu'à l'intérieur de l'Union africaine, on avait voulu créer ce qu'on a appelé les 5 organisations régionales. C'était en fait la communauté économique africaine qui avait été créée en 1991 par l'ancêtre de l'OUA, de l'Union africaine, en l'occurrence l'OUA. Ce mécanisme-là, ce cadrage-là est en train de changer. Il faut que tous se préparent à l'accepter. C'est un changement de paradigme très profond. Bon, il y a un changement de paradigme, mais puis il y a certaines bases qui sont là et certaines réalités qui sont là. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'intégration économique africaine, Adama Gaye? Il y a naturellement le fait que quand l'organisation dont nous parlons, la CEDEAO, a été créée en 1975, c'était au milieu de la guerre froide. C'était à un moment où le consensus ne pouvait pas être trouvé sur des questions politiques et idéologiques, chacun suivant son camp, soit le communisme ou le capitalisme. Et
le seul terrain d'entente qui pouvait exister et qui justifie l'acronyme, le sigle de la CEDEAO, c'était l'entente sur les questions économiques. Donc on a créé une communauté économique. Or, progressivement, en particulier avec la fin de la guerre froide, quand les crises politiques, les conflits ont commencé à germer dans cette région, en particulier avec les guerres du Libéria en 1990, quand le monde entier s'occupait de la crise en Irak, n'est-ce pas, il y a eu une compréhension de la nécessité de trouver des réponses endogènes à cette conflictualité. Et c'est de ce point de vue que la CEDEAO est progressivement devenue une organisation préoccupée par les questions sécuritaires, par les questions militaires et après, disons même par les questions politiques. À tel point qu'à un moment donné, moi j'avais même défendu l'idée qu'il fallait qu'on sorte du sigle CEDEAO parce que la CEDEAO n'est plus une organisation économique, on devait créer une organisation dont le sigle serait Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'au-delà... communauté peut-être politique, vous voulez dire ou... Communauté de l'Afrique de l'Ouest. Communauté de l'Afrique de l'Ouest, voilà. Sans préciser si c'est économique ou politique. Pardon, voilà. Oui. Parce que la réalité est que ce n'est plus une organisation seulement économique, elle s'occupe également de politique, de sécurité et tout. Mais c'est inévitable, Adama Gaye. Comment peut-on... C'est une des erreurs d'ailleurs de l'Union européenne, c'est de ne pas avoir associé cet aspect politique à cet aspect économique, parce qu'il faut une politique économique commune. Bien sûr. Mais il y a différentes politiques et différents États. Donc comment arriver à un consensus? Il faut d'abord voir donc sous le chapiteau CEDEAO, mais au-delà, il y a l'Union africaine qui oriente, qui est l'architecture globale, continentale de l'intégration africaine. Les problèmes sont liés au fait que les États africains adoptent beaucoup de résolutions, mais ne les appliquent pas. Deuxièmement, pour que cela ait une crédibilité, il faut que les populations sentent qu'elles sont partie prenante des processus, à savoir qu'elles ont la liberté de mouvement, que les marchandises circulent, que les échanges commerciaux s'élèvent, que également dans la crédibilité des institutions, quand on parle de démocratie, que les gens sentent qu'effectivement il y a la démocratie, que la croissance soit partagée, que ce ne soit pas une croissance qui génère de l'inéquité, parce que vous avez une minorité qui profite, la vaste majorité n'a pratiquement rien. Donc ce sont ces éléments-là qui font que, jusqu'à présent, l'idéal partagé par tous d'une intégration africaine, tout le monde est d'accord pour qu'on fasse l'unité, tout le monde sait que les pays ont des ressources complémentaires en termes démographiques, en termes de ressources minières, en termes véritablement de complémentarité des avantages comparatifs, n'est-ce pas? Mais dans les faits, tant que cela ne soit pas traduit par un espace de prospérité, les peuples ne vont pas s'y sentir. Et c'est resté, dans une très large mesure, une affaire gérée par les chefs d'État. Et ceux qui en profitent, malheureusement, c'est ce qu'on appelle le patronat. Je mets entre guillemets. Est-ce que c'est le secteur privé ou vous parlez des patrons? Ce secteur privé n'est pas un secteur privé, c'est un secteur pratiquement qui s'accroche à des chefs d'État et à qui on donne des marchés. Le Maroc doit faire attention à ce qui se dit secteur privé. Et il faut que le secteur privé soit véritablement privé et que ce ne soit pas un conglomérat, une camarilla d'individus accrochés aux basques des chefs d'État et qui les représentent dans les business. Ça, les populations africaines, à l'ère de l'information, de la tectonique des plaques dont je parlais tout à l'heure, de cette circulation rapide de l'information instantanée, ça ne passe pas. Et je pense que le Maroc, en voulant intégrer, n'est-ce pas, la CEDEAO, après avoir rejoint à nouveau, n'est-ce pas, l'Union africaine, se doit d'avoir une lecture sans état d'âme, froide, n'est-ce pas, de ce qui se passe sur le terrain, parce que personne n'est opposé au Maroc, au contraire. Justement, parce que vous parlez de ce patronat, le patronat justement de la CEDEAO, en tout cas les représentants des patrons de la CEDEAO, quelques-uns en tout cas ont émis quelques réticences à cette admission du Maroc à cette communauté Adama Gaye. Pourquoi? Ce n'est pas forcément le patronat qui a émis ces réserves. Les réserves ont été émises d'une part par certains syndicats au Nigeria, et vous avez aussi des réserves émises par des intellectuels, notamment un professeur d'université assez connu au Sénégal, le professeur Moustapha Kassé, qui explique que l'arrivée du Maroc, avec sa maturité économique, avec ses liens avec l'Union européenne, risque de créer un boulevard pour que ces produits-là viennent détruire le tissu productif, disons, naissant des pays ouest-africains. Je crois qu'il y a cette crainte.
est une crainte qu'il faut mettre sur la table, ça ne veut pas dire que c'est une crainte juste. Je crois qu'il faut aussi avoir le courage d'oser. Au XXIe siècle, seuls ceux qui osent réussir. Et je crois que nous ne pouvons pas continuer de pratiquer les choses comme à l'ancienne encore. Les certitudes d'hier ne sont plus opératoires aujourd'hui. Et sous ce rapport-là, oui, le Maroc apportera quelque chose. Moi, je suis de ceux qui le pensent profondément. Parce que le Maroc a eu un vécu dans ses relations avec le reste du monde, en particulier avec l'Union européenne, a appris à faire du benchmarking quand il a quitté l'Organisation de l'Unité africaine en 1984. Et en revenant, n'est-ce pas, en Afrique, le Maroc, retrouvant son identité africaine, vient avec beaucoup à mettre sur la table. Il faut avoir une conversation approfondie, disons, candide, comme diraient certains diplomates, pour que ce soit véritablement gagnant-gagnant. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dans le contexte où, même si le narratif africain aujourd'hui tend vers une image d'Épinal, l'image d'un continent, n'est-ce pas, qui serait en train de monter, la réalité est que les investisseurs, ceux qui voient de loin le continent africain, perçoivent le continent avec davantage les risques qu'il charrie, notamment les flux migratoires, les maladies transfrontalières, les crises liées au terrorisme, l'instabilité politique dans certains pays. Alors tout cela fait que, avant que ces gens-là, ces investisseurs et autres partenaires extérieurs viennent, il leur faut trouver une porte d'entrée. Et je crois savoir que le Maroc a réalisé une sorte, n'est-ce pas, d'équilibre qui permettrait d'être non pas un hub, mais en tout cas un point qui serait un observatoire pour ceux qui veulent entrer en Afrique. Et je crois qu'il faut avoir de l'audace pour accueillir le Maroc, parce que, quel que soit X, une famille, c'est une famille. Même les brebis galeuses, à plus forte raison, une nation qui a participé à la création de l'intégration africaine en 1963 avec le roi Mohamed V, qui avait été, il faut le rappeler, le plus engagé avec Sékou Touré et Kwame Nkrumah dans la réalisation de l'Union africaine immédiatement, avant même que les Kadhafi et autres reprennent le flambeau, n'est-ce pas? Que ce pays-là dise qu'il veut revenir, on devrait l'accueillir à bras ouverts. C'est l'avantage du continent africain d'être audacieux, d'avoir une lecture optimiste de la mondialisation, parce que en se refermant aussi, disons, small is no longer beautiful. Être petit, ce n'est pas avantageux. Il nous faut avoir des économies d'échelle assez vastes. Et aussi, enfin, parce que la création de la CEDEAO, à l'époque, avait généré un débat à travers Léopold Sédar Senghor, qui voulait que la CEDEAO s'étende de Dakar à Luanda, pour qu'il y ait un contrepoids à l'ogre nigérian. En amenant le Maroc, il peut jouer ce rôle-là à partir du nord-ouest de l'Afrique de l'Ouest. Optimisme et audace, en tout cas pour l'Afrique de demain, ou demain la nouvelle Afrique, que je rappelle est le titre de votre ouvrage. Adama Gaye, je vous remercie pour ces précieux éclairages sur la CEDEAO et sur l'adhésion du Maroc. Je suis heureux de m'avoir invité. Merci, je remercie nos téléspectateurs au Maroc et en Afrique de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur notre antenne.